j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo foire aux questions FAQ. Posez-moi des questions, j'y réponds. Je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter de me poser des questions. Ça pouvait toucher à n'importe quel sujet et vous avez été nombreux à m'en poser. Je vous remercie et j'espère que j'apporterai des réponses claires, concises ou pas, précises ou floues. On a un petit peu changé de cadre, je ne suis pas devant ma bibliothèque parce qu'on va aborder des sujets un peu différents des livres et je me suis dit que pour les vidéos blabla ce serait peut-être plus sympa d'avoir un cadre un peu plus neutre. Peut-être que la prochaine fois ce sera devant la bibliothèque, je n'en sais rien, vous connaissez ma tendance à changer d'idées et de cadre on va dire, mais en tout cas on ne s'ennuie pas et c'est le principal. J'espère en tout cas que vous allez bien, que ce deuxième confinement n'est pas trop dur pour vous, que vous avez réussi à vous entourer de personnes qui vous rassurent et qui ne vous mettent pas trop la pression, que vous êtes dans un endroit safe dans lequel vous vous sentez bien. J'espère qu'on sortira vite de tout ce bloubli-boulga de 2020 et que 2021 sera un petit peu mieux, un tout petit peu mieux, ce serait bien. On commence la foire aux questions. Alors, j'ai tout mis sur mon ordinateur. Alors, j'ai essayé de fusionner certaines questions parce qu'il y en a qui revenaient assez régulièrement. Cette vidéo sera décomposée en 6 parties. J'ai essayé de trier les questions par thème. Donc on a la partie lifestyle, la partie tarot, la partie Sherlock parce que vous avez posé 2 questions sur mon petit chat. Partie écriture, lecture et enfin partie blabla avec les questions un petit peu plus diverses. On y va parce que cette intro est trop longue. Alors tout d'abord on me demande si ça va. Ça va. Plus sereinement, mais il y a encore du chemin à faire. Voilà. Ensuite on me demande qui je suis. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, je m'appelle Alix et je tiens un blog qui s'appelle Les mots d'Arva sur lequel je vous parle de toutes les choses qui m'intéressent en fait, des lectures, des films que je vois au cinéma, faut que je m'en mette dans la position Covid, les cinémas sont fermés, des expositions que je faisais. Ensuite vous avez été plusieurs à me demander quelles ont été mes études et quel est mon métier actuel. Donc moi j'ai un éventail assez large dans mon parcours scolaire, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un bac scientifique, ensuite j'ai enchaîné sur une prépa littéraire qui m'a ouvert les portes des écoles de commerce et pendant cette école de commerce j'ai fait un master en marketing et marketing digital et aujourd'hui je suis chargée de communication principalement du côté digital, donc je m'occupe de tout ce qui est communication sur le net, donc ça va de la gestion des sites internet aux réseaux sociaux, en passant par les newsletters, peut-être parfois des relations influenceurs, etc. La prochaine question c'est quelle est la chose que je préfère dans mon métier et je pense que c'est le côté très changeant et rapide. Au niveau du digital, il y a des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles applications même qui apparaissent tous les ans. On voit comment TikTok a explosé, on voit toutes les modes un peu sur Twitter, etc. Et ce qui est assez intéressant en tant que chargé de communication pour une entreprise, c'est de reprendre ces codes et de les mettre au service du produit qu'on veut vendre. Donc voilà, je dirais le côté innovation et le côté qui est en perpétuel mouvement et changement et c'est quelque chose que j'aime bien, c'est pas statique quoi, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quel métier je voulais faire lorsque j'étais petite? La première chose qui me vient, c'est que je crois que je voulais être journaliste ou écrivaine, mais je sais que je voulais écrire des choses, donc voilà. Ensuite, il y a 2 questions qui sont revenues, c'était concernant mes routines et mes habitudes, et notamment pendant le confinement. Alors, ma routine de confinement, sur le papier, elle est très claire, très précise, j'ai envie de faire plein de choses et tout machin. Dans la réalité, c'est un petit peu compliqué. Alors, je suis en plein travail justement pour essayer de mettre en place des routines et m'y tenir. Je pense que le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est n'essayez pas de changer complètement votre mode de vie du tout au tout en commençant en se disant demain je commence tout. C'est-à-dire que demain je mange mieux, demain je fais du sport, demain j'arrête les achats intempestifs, demain je me mets au bio, demain je fais ci, demain je fais ça. Non. Allez-y petit à petit, commencez doucement. Moi par exemple, au départ j'avais commencé à me dire je vais faire du sport, je vais manger mieux et tout machin, et en fait je me rends compte que j'arrive pas, je me décourage assez vite. Donc en fait je me suis dit il faut que je trouve une habitude que j'arrive à tenir et qui va me prouver que j'arrive à tenir des habitudes et comme ça me permettra de
mettre cet état d'esprit sur des habitudes un peu plus grosses entre guillemets. Depuis une semaine, j'ai reçu des produits de beauté, j'ai commandé des produits de beauté et je les ai reçus du coup. Et tous les matins et tous les soirs, je m'occupe de ma peau. Et donc ça, c'est vraiment une habitude qui est complètement rentrée dans mon quotidien et j'en suis vraiment trop fière parce qu'en plus je vois les effets et donc je vais essayer de me baser là-dessus pour essayer de mettre en place une nouvelle routine. N'hésitez pas non plus à écrire ce dont vous avez besoin, à écrire ce que vous voulez être dans le sens où moi j'ai envie de manger mieux, donc du coup je me suis écrit je veux être quelqu'un qui mange healthy ou qui mange sainement. Écrire mes intentions, ça m'a aidé à réaliser et incarner finalement ce nouveau mode de vie et ces nouvelles habitudes. Pour un petit peu parce que hey, ça donne soif de parler. Hein. J'ai l'impression qu'à chacune de mes vidéos, il y a forcément un moment où je bois du thé et où je dis oh là là, ça donne soif de parler. On passe maintenant à la thématique des tarots, des oracles, de la sorcellerie, etc. C'est une thématique que j'aborde beaucoup ici, sur le blog, sur mon compte Instagram, et qui du coup suscite beaucoup de questions parce que c'est quelque chose qui est assez mystérieux. On a souvent l'impression que la sorcellerie et la spiritualité, entre guillemets, c'est uniquement réservé à des initiés, qu'il faut rentrer dans une sorte de groupe, etc. Alors que pas du tout, on peut vraiment s'y intéresser et s'auto-former, lire des bouquins, essayer des choses, faire des tests, enfin vraiment pour moi c'est vraiment une pratique ultra personnelle et c'est pour ça justement que ça se lie au développement personnel. Alors, il y a une question qui est revenue assez souvent, c'est comment est-ce que je me suis mis à la sorcellerie? Est-ce que ça fait longtemps que je m'y intéresse ou pas, est-ce que c'est venu comme ça, etc. Je sais pas comment vous dire, mais en début d'année, j'ai voulu lire des livres féministes, des livres engagés, des essais, des romans, etc. J'ai entendu beaucoup parler autour de moi de l'essai de Mona Chollet qui s'intitule Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et en fait, ça a été un peu comme une révélation, même si j'aime pas trop ce mot. En fait, ça m'a permis d'expliquer certains mécanismes et d'apprendre aussi énormément de choses sur l'histoire du féminisme, l'histoire de la figure de la sorcière et comment en fait ces deux thèmes s'articulent et s'entremêlent parce qu'il y a beaucoup de choses en commun entre la stigmatisation de la sorcière et justement la stigmatisation des femmes fortes, des femmes qui soignent, des femmes célibataires, des femmes qui aident d'autres femmes à avorter. Enfin voilà, il y a beaucoup d'entremêlement entre ces deux figures-là et cet essai a été absolument formidable et j'ai adoré le lire. Lorsque j'étais en train de le lire en début d'année, j'ai vu passer sur le compte Instagram des éditions Le Duc un concours pour remporter une place pour participer à un atelier de sorcellerie. Et je me suis dit ce serait trop drôle, bon allez je participe. Et en fait j'ai gagné le concours, donc c'est à dire que je sais pas, chacun verra midi à sa porte, on dira, mais en tout cas j'ai trouvé que cette coïncidence était vraiment trop jolie. Et en fait c'est ça, tout ce début d'année 2020 ça a été un enchaînement de coïncidences. Donc je suis allée à cet atelier qui était animé par deux sorcières et en fait, je sais pas comment dire, mais en fait elles ont un peu ajouté une nouvelle lecture à ce que j'étais en train de lire et en fait je me suis sentie concernée par le fait de programmer un cristal pour se donner de la force ou pour se donner confiance en soi ou pour demander la protection. Et en fait c'est vraiment la démarche de se dire je fais quelque chose pour moi et j'essaye de réenchanter un peu mon quotidien et de puiser des symboles un peu partout. C'est comme ça que je suis arrivée à la sorcellerie et donc après j'ai beaucoup lu, j'ai vu qu'il y a des sorcières qui travaillaient avec les cristaux, donc je me suis beaucoup intéressée aux cristaux, à la lithothérapie, etc. D'autres sorcières qui travaillaient beaucoup aussi avec les cartes de tarot, donc je suis complètement tombée dans le tarot et j'adore cette pratique et je vous renvoie à ma vidéo sur mes tarots et mes oracles et ma pratique dans laquelle je vous explique un peu tout ça. Enfin voilà, et donc en fait ça a été vraiment de fil en aiguille un petit enchaînement pour arriver au fait que aujourd'hui oui je me considère comme une sorcière moderne. Je fais pas des potions dans ma cave avec du sang de vierge effarouchée, mais j'essaye de me créer, de ritualiser un peu mon quotidien et de me créer des symboles qui me permettent d'aller mieux et qui me permettent de mieux m'ancrer dans mon monde et en moi aussi. Et justement, pour continuer à parler du thème de la sorcière, vous m'avez demandé quoi? Ah oui, est-ce que tu arrives à expliquer les sorcières à tes proches et à vivre avec leur jugement s'il y en a? C'est une question effectivement qui est assez intéressante parce que c'est une question que je me pose moi-même tous les jours.
C'est vrai que c'est assez compliqué de dire de but en blanc à tes proches salut les gars, je suis une sorcière maintenant. C'est tout un travail déjà d'éducation de soi, c'est-à-dire que moi j'ai dû complètement déconstruire l'image que j'avais de la sorcière, qu'on me fout dans le biberon depuis toute petite à coups de Disney et de romans et de machins et de trucs. La vie globale, c'est quand on parle de sorcière, c'est forcément quelqu'un de méchant, quelqu'un qui lance des mauvais sorts, etc. Donc déjà moi j'ai dû déconstruire ça. Et ensuite, quand j'en parle autour de moi, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Enfin, disons que le fond est le même, mais la forme est différente en fonction de mes interlocuteurs. Autour de moi, j'ai déjà été confrontée à une incompréhension, je dirais, plutôt qu'un jugement, parce que les gens à qui j'en parle, ce sont des gens qui sont proches de moi, donc à partir de là, c'est pas forcément des gens qui vont me juger. Puis après, c'est bien parce que ça amène des discussions, des désaccords, des gens qui vont me dire bah moi j'y crois pas du tout. Et voilà, donc je dirais plutôt que oui, j'en parle à mes proches. J'en parle pas tout le temps. Mais voilà, maintenant ça fait partie de ma vie et ça fait partie de ce que je suis et puis il va falloir faire avec quoi. Une des dernières questions sur ce sujet, c'est est-ce que ton copain partage avec toi ce qui a trait au tarot, à la méditation, au bullet journal? Pas du tout. Il entre dans la discussion, on en discute. Quand je fais mes tirages, je lui explique oh là là, ce tirage il m'a fait trop du bien parce que j'ai sorti 7 cartes, etc. Donc il s'intéresse énormément. Il est très à l'écoute, on en discute beaucoup, mais par contre lui c'est pas du tout quelque chose qui lui parle et qui le touche. Et puis c'est très bien comme ça, hein. Chacun sa manière de voir le monde. Et même pour moi c'est encore tout nouveau, donc parfois on en discute et quand j'ai des zones de flou, il m'aide un petit peu et tout. Il m'a déjà aidé pour des tirages en me disant ah mais cette carte on peut aussi l'avoir comme ça et tout. Donc c'est assez drôle parce que de temps en temps il participe un peu à ça et ça me fait trop plaisir. Par contre ne vous inquiétez pas, on a plein de choses en commun. Il est aussi musicien, donc on joue de la musique tous les deux. On est tous les deux passionnés de photos, de voyages, on discute beaucoup. Donc voilà, mais c'est bien aussi, je trouve, dans un couple, d'avoir des passions qui ne sont pas communes. Parce que déjà, ça nous permet de nourrir notre individualité et c'est quelque chose de très important, je trouve, dans un couple, de ne pas s'oublier dans le duo et d'arriver à garder son identité et à garder les choses qu'on aime. Il a ses trucs et moi j'ai mes trucs. C'est vrai qu'on peut avoir tendance justement à se dire il faut faire tout ensemble, tout machin. J'ai eu des périodes où j'étais un peu dans cette optique-là et c'est vrai que j'ai réappris à me réapproprier du temps, à me réapproprier des moments, des passions, des choses et ça c'est super important. L'autre a son espace mais surtout vous avez votre espace aussi. Donc du coup voilà, c'était le petit moment conseil. Vous m'avez demandé, toujours dans la partie tarot et oracle, quel est mon oracle préféré. Alors je vous l'ai montré, en tout cas j'ai fait un tirage avec lui dans la vidéo sur le tarot. C'est le Terra Oracle, il est en anglais, c'est un cadeau de mon chéri, comme vous voyez que ça ne lui parle pas mais quand même il sait que c'est important pour moi donc il m'a offert cet oracle. Et en fait c'est un oracle qui est basé sur les animaux et les émotions entre guillemets, donc chaque animal est lié à une émotion. Et il est trop bien. Et enfin la dernière question sur la sorcellerie etc. On me demande quelle est ma pierre semi-précieuse préférée et quel est mon lien avec elle. Donc tout de suite j'ai pensé à mon améthyste qui est en fait la première pierre que je me suis achetée, offerte. Je l'ai trouvée à Nature et Découverte et en fait c'est mon premier trésor. Ensuite, on passe aux questions sur mon petit chat Sherlock que j'aime d'amour et que vous avez vu en intro de cette vidéo parce que je ne peux pas m'empêcher de prendre des vidéos de ce petit chat. La première question vis-à-vis de Sherlock, c'est ça fait combien de temps qu'il est arrivé dans ma vie? Donc il est arrivé en janvier 2020. C'est à peu près une des seules choses positives qui est arrivée cette année. Il est arrivé à la maison le 10 janvier 2020. Et il a bien pris ses marques, il est très à l'aise, il est très en confiance, il se met sur nos genoux tout le temps et tout. Il a eu quelques soucis de santé. Je vous inviterai à aller lire mon article sur l'adoption de Sherlock, mais c'est juste un petit rappel pour vous dire qu'adopter un chat, c'est pas que des ronrons, c'est aussi une litière dont il faut vider les cacas à peu près tous les 2 jours. C'est des frais vétérinaires qui sont réguliers, tous les ans il faut faire vacciner votre chat, sinon ça peut être des frais vétérinaires imprévus, comme nous quand on a adopté Sherlock, il nous a fait la totale angine, otite, et le truc des yeux là, conjonctivite. Et c'est aussi quand on part en vacances, savoir s'il faut le garder ou pas. Nous cet été on l'a fait garder par quelqu'un, en fait c'est quelqu'un qui venait à la maison tous les 2 jours, 1 heure et demie. Donc on s'est dit que ça allait être suffisant, etc. Et en fait quand on est revenu, on s'est rendu compte qu'il avait une sorte de plaie sur le côté. Et en fait, de stress, il s'était léché au même endroit et ça avait fait une plaie de léchage, ça avait arraché ses poils.
Donc du coup on s'est dit c'est un peu compliqué de le laisser tout seul plus de 3 jours du coup, enfin en tout cas sur un long temps, donc pour l'été prochain il faudra qu'on trouve une autre solution qui sera peut-être un petit peu plus chère. Mais voilà, tout ça pour vous rappeler que adopter un animal, c'est pas acheter une peluche à Disneyland, c'est vraiment adopter un être vivant. C'est beaucoup de jolies choses, mais c'est aussi quelques contraintes et quelques inconvénients qu'il ne faut pas du tout négliger et qui de toute façon arrivent avec le package. C'était juste le petit disclaimer. On me demande aussi à quand une ou un ami pour Sherlock. Alors je vais vous répondre tout de suite, peut-être jamais, et en tout cas pas tout de suite, c'est clair, parce que notre appartement est trop petit pour avoir 2 chats, et que déjà un chat c'est assez de... c'est assez. Il nous a nous, donc c'est déjà pas mal. On passe maintenant au topic écriture. Si vous ne le savez pas, j'avais commencé il y a 2 ans je crois, 2-3 ans, à écrire un roman de fantasy qui est plus ou moins basé sur la mythologie viking. J'avais commencé à le publier sur Wattpad, après finalement je l'avais enlevé parce que je trouvais que ça me mettait trop de pression du fait de devoir écrire et de devoir figer dans le marbre un texte qui était pas fini en fait. Vos questions. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui écrivent ou qui voudraient se mettre à l'écriture? Tout de suite, petit disclaimer, je ne suis pas autrice, ce n'est pas mon métier. J'écris parce que j'ai envie d'écrire un livre, etc. J'essaye de le faire bien entre guillemets, mais ce n'est pas mon métier et en tout cas, si vous voulez avoir des conseils d'autrice, n'hésitez pas à les demander directement aux autrices que vous suivez, ou aux auteurs, pardon. Désolée monsieur, que vous suivez. Après chacun a sa manière d'écrire donc c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, si moi, Alix, à mon échelle, j'avais des conseils à vous donner, ce serait déjà d'écrire votre plan, de savoir où vous allez. Je sais qu'il y a des auteurices qui vont comme ça et qui vont sans plan. C'est ce que j'avais commencé à faire avec Brasses Coven, mon roman du coup. Sauf que ça marche pour une dissertation. Mais pour un roman de plus de 600 pages, moi c'est clairement mission impossible, donc je me retrouvais à vouloir amener mes personnages dans une situation et à me dire mais attends, s'ils vont là-bas, ça veut dire que 3 chapitres avant, il faut pas qu'ils aillent là, il faut qu'ils aillent ici. Bref, ça m'a complètement perdue, donc du coup en fait j'ai dû complètement arrêter d'écrire, reprendre mon plan. Ça m'a un peu coupé si vous voulez dans mon élan. Et voilà, savoir pour chaque chapitre, qui sont les personnages concernés, où est-ce que ça se passe, quand ça se passe, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le jour, quelle météo il fait, voilà. Et puis sinon, d'autres conseils, ce serait de tout simplement écrire ce dont vous avez envie. N'écrivez pas pour les autres, écrivez l'histoire qui est en vous, qui ne demande qu'à sortir, écrivez-la comme vous voulez qu'elle sorte. On me demande avec quel auteur ou autrice connue j'aimerais écrire un livre à 4 mains, et tout de suite j'ai pensé à Victoria Schwab qui a écrit Shades of Magic, Vicious, qui est juste une autrice que j'admire pour la construction de ses mondes. Enfin c'est vraiment quelqu'un qui arrive à faire émerger des mythologies et des univers mais tellement incroyables. Et même les intrigues sont folles. Et dans un autre monde, si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien écrire un livre avec Vivi Choi. Même si je peux être une petite souris et juste m'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle écrit, ça m'irait, ça serait bien. L'écriture va généralement de pair avec la lecture, donc on passe aux questions sur la lecture. Question lecture, on m'a demandé combien de livres j'avais dans ma pile à lire. 114. Mon top 3 de mes séries préférées. Alors en top 1, vous avez le cycle de l'héritage, parce que voilà, c'est des dragons, c'est une quête, c'est une construction d'un héros, c'est des histoires d'amitié, d'amour, de politique, de mythologie, enfin c'est trop bien. Bref, donc top 1, celui-ci. Top 2, non. Ah, c'est dur. Deuxième, je mettrais Shades of Magic pour les raisons qu'on connaît. La qualité de l'écriture de Victoria Schwab. Et en troisième, Six of Crows de Leigh Bardugo. Répondons succinctement, donc 1. Le cycle de l'héritage de Christopher Paolini, 2. Shades of Magic de Victoria Schwab, de Vivi Schwab, et 3. Six of Crows de Leigh Bardugo. Tous complets, tous traduits, tous les tomes, allez-y, c'est trop bien. Quel roman me conseilles-tu là maintenant? Alors, L'Assassin Royal. Ça c'était la petite private joke pour Aloïs qui m'a posé cette question. Quels sont les livres qui t'ont le plus appris? Bah là, instinctivement, je pense à Sorcière, la puissance invaincue des femmes, donc je vous ai parlé en début de vidéo. Sinon, ah bah si, je sais. En fait, et du coup je me rends compte que je suis pas rentrée dans la sorcellerie par Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Là où ça a vraiment commencé, c'est quand j'ai lu Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Alino,
qui est un roman jeunesse qui soulève plein de thèmes sur la confiance en soi, la tolérance, le respect des autres, l'importance de la famille, enfin bref, c'est 200 pages je crois mais qui sont tellement puissants. Et en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux sorciers, à l'incarnation des sorciers aujourd'hui, comment ils peuvent m'apporter dans ma vie. Donc je pense que l'étincelle on va dire, qui après a allumé le feu, c'est Wicca, le manoir des sorcierages de Marie Alino aux éditions Pulp Fiction. Quel est le cliché en littérature que tu ne peux plus voir? Ça c'est très facile à répondre comme question. Il s'agit du trio amoureux, du triangle amoureux. Je déteste ce mécanisme narratif. Je trouve ça trop facile. Je trouve que quand il y en a un, 9 fois et demi sur 10, tu vois venir le truc à des kilomètres. Oh, je déteste ça. Mais vraiment, horrible. Mais c'est clair, dès que dans un roman il y a un triangle amoureux, il y a une chance sur deux que je le termine pas. L'intrigue ne tourne qu'autour de ça. C'est-à-dire que l'intrigue, ça va être lequel elle va choisir. Bref, Et au contraire, le cliché en littérature que j'adore, et c'est un cliché un peu plaisir coupable, j'aime beaucoup le principe du enemy to lovers. Les personnages qui au début du roman se détestent et ne peuvent pas se piffrer et ils finissent par tomber amoureux et du coup... J'avoue que ça, c'est quand même pas mal. On termine cette vidéo avec les questions blabla et on commence tout de suite avec 2 questions qui en fait vont se fonder en une seule. Parce qu'on m'a demandé quelle était ma fleur préférée et quel était mon mot préféré. La réponse aux 2 questions est la même. Il s'agit de l'aubépine. J'aime beaucoup l'aubépine parce que je trouve ça très joli. Une petite fleur blanche, etc. qui peut se transformer en baie rouge. La symbolique de la transformation, c'est aussi une fleur de sorcière. C'est une fleur qui était très présente aussi dans les villages dans lesquels j'ai grandi et que d'ailleurs je vais me faire tatouer sur le bras. J'étais censée me faire tatouer le 14 novembre mais bon bah avec le confinement c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc l'aubépine pour ma fleur préférée. Et pour mon mot préféré, c'est aussi l'aubépine parce que en fait dans aubépine il y a l'aube et il y a épine. Et en fait je trouve que c'est 2 termes qui sont contraires quoi, parce que l'aube c'est une sorte de douce lumière qui arrive très lentement, très doucement. Et épine c'est plus dans l'attaque et à la fois dans la protection, parce qu'on dit souvent que les roses ont des épines mais pour se protéger. Et c'est plus le côté tranchant, le côté incisif et je trouve ça en fait tellement poétique que la fleur s'appelle comme ça et voilà, j'aime trop ce mot. Ensuite on m'a demandé le mot que je déteste et il s'agit du mot cake, C-A-K-E, je le trouve trop moche, il me fait rire ou enfin voilà, Et enfin, pour la dernière question, on m'a demandé ce qui me plaisait le plus sur le fait d'être sur YouTube. Et en fait, ce que j'adore, c'est justement la liberté qu'offre la vidéo, les montages. On peut faire vraiment plein de choses. YouTube, pour moi, c'est vraiment un média d'expression qui est juste génialissime. Donc je suis très bien sur YouTube et j'espère que vous êtes bien aussi sur cette chaîne. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si mes réponses ont suscité d'autres questions. Ou une approbation, une désapprobation, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai ravie de discuter avec vous. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Sans vous, je n'aurais pas pu tourner cette vidéo. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!